C'est très informel. Vous connaissez cet établissement? Je connais cet établissement. Une délégation typique. Pour les Chiraciens, tout avait pourtant si bien commencé. Un pince-fesse organisé par l'Élysée. La presse invitée à Toulouse au grand complet. Entre tapas et moules frites, objectif, afficher l'union derrière Chirac. En vedette, Philippe Douste-Blazy, candidat déclaré à Matignon. En façade, tout le monde sourit. Pourtant, une catastrophe se profile. Il faut qu'on y aille? On est en retard. Un trublion s'est invité à la dernière minute. François Bayrou. Lui n'a pas l'esprit d'équipe. Il fait cavalier seul. Avec ses 3%, il n'intéresse pas encore les médias. Mais ce jour-là, il sait où trouver les caméras. On est 7-8 là. Et oui, on a 3 voitures. Et il y a trop de voitures. En allant provoquer les Chiraciens à Toulouse, il joue son va-tout. Ça marche? Bayrou aura seulement 7 minutes à la tribune. Il sait qu'il doit trouver des formules choc et peaufine son discours avec le sénateur Gérard Longuet. Tu vois, Gérard, mon thème, au fond, c'est une œuvre de refondation. Oui, soit plus simple, plus terre à terre et moins messianique, plus paysan, bon sens. Par téléphone, l'assistant de Douste-Blazy prévient son patron, Bayrou est là. Douste est décomposé. Les caméras l'ignorent, il s'est fait voler la vedette par son rival. Dans la salle, la tension est perceptible. Les militants espéraient Chirac, ils n'ont que Bayrou. On a vu en 1995 comment les pronostics pouvaient se renverser et comment les Français pouvaient faire un autre choix que le choix qui était attendu. Les militants craquent. Pourtant, l'Élysée avait donné des consignes, ne pas siffler. Bayrou hué, Douste jubile. Et non, Bayrou ne s'est pas planté. En 7 petites minutes, il a réussi à torpiller le show des Chiraciens. Je vous félicite. Oui, absolument. Et votre tolérance. La presse est bluffée par ce coup d'audace. Oubliez l'union de la droite. Dans la salle, les organisateurs du meeting s'affolent. Ils attendaient de vous l'union. Surréaliste. Quand Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, lit le message de félicitations envoyé par Jacques Chirac, il ne reste que les apparatchiks RPR. La salle est presque vide. Beaucoup de militants sont déjà partis. De proposition et d'innovation pour notre pays. Décidément, Jacques Chirac a du souci à se faire. Depuis le retour de Didier Schuller et la sortie d'un livre du juge Alphen, la France ne parle que de ses affaires judiciaires. Selon l'expression fétiche du président, les merdes volent en escadrille. Dans une imprimerie discrète, un livre est annoncé comme une bombe. On dit qu'il pourrait coûter sa réélection à Jacques Chirac. Son auteur, le juge Alphen. Son sujet, les magouilles du RPR et de la mairie de Paris. 100 000 exemplaires tirés en une seule journée. 100 000 exemplaires, un vrai cauchemar pour l'Élysée. Éric Alphen est un symbole. Le symbole des affaires qui ont plombé le dernier septennat. C'est la première fois que le juge raconte son enquête. Les dédicaces au tout Paris, exercice obligé pour un best-seller annoncé. On peut basculer au rouge, s'il vous plaît? Le juge fait la tournée des médias et se justifie sur l'envoi d'une convocation au président de la République en mars 2001. Moi, j'estimais qu'il était normal, je veux dire, quand dans un dossier lambda, vous avez un braquage et qu'on vous dit la voiture qui a été utilisée, c'est celle de Dupont, ils sont allés après planquer le magot chez Dupont et
des auteurs identifiés, c'est le frère de Dupont. Je pense qu'il paraîtrait normal dans ce dossier-là que vous alliez entendre Dupont. Bon, de la même façon, il me paraissait normal d'entendre comme témoin Jacques Chirac. L'Élysée s'est procuré le livre avant sa parution. Une batterie d'avocats en a décortiqué les 250 pages. La ligne de défense est simple. Il faut s'en tenir à une phrase et une seule, page 99. Si Jacques Chirac est à la confluence de toutes les pistes de ce dossier, rien ne l'implique directement. Page 99, ce sera donc pour l'Élysée l'argument à seriner aux médias et aux militants. En ce soir de meeting, nous sommes à la veille de la sortie du livre du juge Alphen. Tout à l'heure, Patrick Devedjian nous conseillait de lire la page 99, dans laquelle figure une phrase très simple: le président de la République n'est en aucun cas directement concerné par ces affaires. Il y a un peu le feu dans la maison, là, en ce moment. Il n'y a absolument pas le feu dans la maison. Monsieur Alphen, comme l'a dit très justement Alain Juppé à l'instant, vient de dire qu'en aucun cas le président de la République n'est impliqué. Je vous renvoie à la page 99 du livre. Le lendemain, jour de la parution, le RPR Patrick Devedjian est en service commandé. L'ancien avocat de Jacques Chirac en remet une couche contre Alphen. De son livre, je ne retiens qu'une seule chose, ce qui est écrit à la page 99 à propos de Jacques Chirac. Rien ne l'implique directement. L'auteur de la désormais fameuse page 99 découvre entre deux interviews un article qui révèle ses contacts politiques avec le PS. Malaise. Pour l'Élysée, c'est sûr, Alphen roule pour la gauche. Le juge est déstabilisé. Il annulera tous ses rendez-vous avec la presse la semaine suivante. Exit Alphen. L'Élysée a gagné. La bombe Alphen s'est transformée en pétard mouillé. Les casseroles du président disparaissent en douceur de la campagne. Retour à la politique, à l'impunité zéro. Enfin, l'impunité zéro pour les autres. À mi-campagne, Le Pen oscille entre 8 et 10% dans les sondages. Personne ne s'intéresse à lui, sauf l'électorat populaire qui remplit ses meetings. Les socialistes n'ont pas vu venir Le Pen, l'ennemi invisible. Depuis, mesdames et messieurs, sans prompteur et sans note, Le Pen donne l'impression d'improviser son discours. En fait, la rengaine est bien rodée depuis 40 ans. Quand il se trouve à Paris, à l'Élysée... Seule nouveauté, il a adouci son image. Il parle aux ouvriers, aux petites gens. Que récemment, j'ai été mineur de charbon, j'ai été marin de chalutier, deux des métiers probablement les plus pénibles qui existent dans notre pays. Le Pen est devenu un héros de l'antimondialisation. À l'entendre, la gauche au second tour, c'est lui. Mais la répression n'est pas suffisante. Lionel Jospin, lui, ne voit pas le danger. Il est obnubilé par Chirac. Déplacements dans les mêmes villes, programmes similaires, slogans identiques. Les communicants sont persuadés que tout va se jouer sur un détail. Il faut être dur avec le crime et dur avec les causes du crime. Alors, on envoie même des espions chez l'adversaire. Regardez bien ces deux hommes au fond, sous le poster de Jacques Chirac. En apparence, des militants RPR, venus visiter le QG de leur champion. Mais surprise, le lendemain, nous tombons nez à nez avec eux chez Lionel Jospin. En fait, ce sont deux militants socialistes chargés de l'animation de l'atelier de campagne. Deux taupes qui sont allés régulièrement à la pêche aux infos chez Jacques Chirac. Nous, on fait l'animation de l'atelier, on voulait savoir comment eux ils font, s'ils ont du monde, s'ils reçoivent bien les gens. On a fait un test comparatif, c'est tout. Les socialistes sont tellement persuadés que Chirac est l'adversaire à battre que Jospin va s'en prendre à l'homme. Lors d'un voyage de presse à La Réunion, il fait dans l'avion du retour l'une des plus belles bourdes de la campagne. Selon lui, Chirac est vieilli, usé, fatigué, trois petits mots, gros pataquès.
3 jours plus tard, l'équipe Jospin ne se rend toujours pas compte de l'effet désastreux de ses propos sur l'opinion. Lors d'une séance photo avec Paris Match, ses plus proches conseillers continuent d'en rire. Il rejoue la scène de l'avion et en rajoute. Non mais il ne vous a pas tout dit. D'ailleurs, moi qui le connais bien, je peux vous dire que... Bon, allez, on a fini pour ce qui est de la frime. Pour Jospin, c'est le début de la fin dans les sondages. À mi-campagne, le doute s'installe. Les publicitaires ne sont pas invincibles. Pour les deux grosses écuries, l'objectif est de monopoliser l'antenne dans les 20 heures. Tous les coups sont permis. Zoom sur une journée de campagne ordinaire. Ce jour-là, le 19 mars, Jospin a prévu d'être invité au journal de France 3. Jacques Chirac, lui, est absent des médias. Pour couper l'herbe sous le pied de l'adversaire, Claude renvoie son père en banlieue. Tout est organisé à la va-vite, alors évidemment le débat de fond en pâtit un peu. Ça marche beaucoup mieux quand c'est ouvert. Tenez, monsieur, Eric. Les appareils photo. Mais est-ce qu'il y a une pellicule au moins? Comment ça s'est passé? C'était poli, quoi. On s'est présenté, il nous a demandé notre fonction, il a visité les locaux, et puis il a parlé au peintre, et puis il est reparti, voilà. Ça a duré un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le candidat Chirac? Monsieur Chirac, bon, il était bien content de voir les travaux qu'on est en train de faire ici. Et puis il a trouvé que c'était très bien. Et puis c'est bien fait. Il a dit bon, on continue comme ça, sur la bonne voie, et puis voilà. Dehors, Jacques Chirac traverse la dalle d'Argenteuil entourée de mots-millards. C'est l'image concoctée pour les 20 heures. Elle doit effacer celle des crachats. Un événement imprévisible va permettre de gagner véritablement la guerre de la com. Claude Chirac reçoit un coup de téléphone de l'Élysée. Une grenade a été lancée dans un commissariat de Clichy à quelques kilomètres de là. Changement de programme. L'attaché de presse recrute des journalistes pour accompagner le président à Clichy. Tu as fait le compte de tout le monde? Est-ce qu'on a bien assez de place pour tout le monde? Donc tu viens avec nous? Il est où la 3? Il ne faut pas oublier France 3, la chaîne qui reçoit Jospin le soir même. Dans une minute, il va juste sur la télé. Claude prend son père à part dans la cuisine pour lui expliquer le nouveau programme. Il faut expédier le discours prévu à Argenteuil pour foncer à Clichy. De réhabiliter cette notion de respect les uns des autres, et ceci dès le plus jeune âge. Est-ce qu'ils vous ont adressé des requêtes particulières? Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai déjà été bien bavard. Merci. On découvrira plus tard que l'attaque à la grenade n'est pas l'acte d'un jeune de banlieue, mais d'un chômeur de 48 ans. Peu importe, ce jour-là, Claude Chirac a gagné la bataille de la com. Le soir, sur France 3, le reportage Chirac en banlieue passe avant l'interview de Jospin. Sur TF1, encore plus fort. 2 reportages sur Chirac et l'insécurité. Sur les questions de sécurité. En tout cas, puisque c'est devenu... Jospin, lui, n'a droit qu'à un court extrait où il fait son mea culpa après ses propos sur l'âge de son rival. Je suis désolé que c'est été entendu de cette façon parce que ça n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. Ce 19 mars, Jospin 0, Chirac 1. La semaine suivante, Jospin veut égaliser. Il se déplace à Tours et contre-attaque sur l'insécurité. J'ai effectivement décidé de faire de la lutte contre l'insécurité une priorité de l'action publique pour les 5 ans qui viennent. C'est l'engagement que je prends devant vous à Tours, mais que je prends devant tous les Français, mais une priorité dans les actes et non pas dans les discours. Bravo Lionel. Un partout sur le terrain de Le Pen. L'extrême droite regarde le match et compte les points. Bernadette a la cote. Alors, Jacques Chirac l'envoie au charbon. Ce samedi,
elle inaugure le Salon du Livre de Paris. Pas de chance, elle va croiser l'ennemi intime du président. L'insécurité est vraiment partout. Quand Bernadette vient dédicacer son livre, il y a foule. C'est l'un des succès d'édition de la saison. À quelques stands de là, un autre auteur signe à tour de bras. Tiens, un revenant, le juge Alphen. Merci. Merci. Moi, je pense que votre démarche est très courageuse, monsieur Alphen. Ben oui, il faut bien qu'il y ait des faillots. Non, non, pas faillot du tout. Je touche rien, j'ai rien à vendre. Mais ceci dit, réagir comme il réagit dans les circonstances actuelles, il faut le faire pour avoir des tripes. C'est l'inverse, c'est qu'il a fait comme ça. Réfléchissez à tout ce qu'il y a autour de vous. Je ne veux pas vous faire de grosses propositions. Après les dédicaces, changement de rôle pour Bernadette. Madame Chirac est chargée de représenter son mari au Salon du Livre. Elle se coltine la visite officielle. Le parcours évite soigneusement le stand du juge Alphen. En tailleur noir, c'est la directrice du salon. Première alerte, quand elle croise l'éditeur d'Eric Alphen. Pourquoi? On a dit qu'il est sur ton stand. Mais non, non, on traverse. c'est vrai? Bienvenue. Quelques instants plus tard, ce qui devait arriver arriva. Madame la Présidente, je t'invite de vous rencontrer, je suis Eric Alphen. Vous n'avez pas bien vu? Ralenti. Bernadette Chirac tend la main et la retire quand elle comprend qui est en face d'elle. Bye bye. Décidément, le juge Alphen a bien du mal à rencontrer les Chirac. Panique, changement d'itinéraire. Madame la Présidente bat en retraite. Qu'est-ce bien, c'est quand même parce qu'il va se rencontrer. Eh oui, c'est nous, avec une caméra, et c'est bien ce qui dérange. Le spectre de la classe ouvrière bouge encore. Les salariés de l'une ne veulent pas se faire éconduire comme les Solacs de Lille. Ils ont décidé d'interpeller le candidat Jospin et de frapper fort. On se lève tous contre Danone. Début 2001, Franck Riboud, le PDG de Danone, a annoncé des bénéfices records et 1750 suppressions de postes, dont 600 chez lui. Les petits lus ont appelé le Premier ministre à la rescousse il y a un an. Une lettre restée sans réponse, alors ils ont décidé de le prendre entre quatre yeux. Écoutez, nous on a demandé à avoir un entretien, au moins avec un conseiller technique, voire avec M. Jospin. Mais bien entendu que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir M. Jospin. Les élus ont mobilisé leurs troupes, toutes leurs troupes. Ça va. Tu vas voir le monsieur pour qui un jour il fera peut-être quelque chose pour nous s'il décide. Si on est sage. Si on est sage. Moi, je suis shy. Toi, t'es sage, alors peut-être il fera quelque chose pour nous. Oui. Sinon, Si on n'est pas sage, tant pis. tant pis, on votera pas pour lui. Pour les caméras, Lionel Jospin veut faire la belle image. Le candidat à la rencontre des travailleurs en difficulté. Une belle image qui tourne au mauvais plan. On a quand même engagé une bataille pour l'emploi assez forte puisque... Mais c'est pas assez ça, monsieur. Nous, demain, on est viré. Une boîte comme Danone qui paye 5,5 milliards de bénéfices, et nous vire justement pour gagner encore plus d'argent. Qu'est-ce qu'on attend le gouvernement pour faire des choses? Nous, on a eu des réunions avec monsieur Riboud, qui nous a dit textuellement, il y avait 40 témoins, les politiques français, je leur crache à la gueule. Voilà ce qu'il nous a dit. Regardez-moi bien, je leur crache à la gueule. C'est grave. Je fais ce que je veux. Voilà ce qu'on dit. Eh bien,
alors. On n'a jamais dit ça, personnellement. Il y a beaucoup de salariés qui se posent des questions, ils se demandaient si c'est est-ce vraiment le gouvernement qui commande dans ce pays ou c'est les patrons. Et on se pose la question, attendez, il faut bien se on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas avoir les patrons directement devant nous et qu'on vote pour eux? Parce qu'on voit que c'est eux qui dirigent le pays. C'est l'économie, il n'y a que l'économie qui prime. Nous, la base, on est rien. On est rien, et on peut être rien. Merci. Voilà. Bon, au revoir. L'échange tourne court. Jospin a rendez-vous avec des scientifiques du Génopôle d'Evry. Pendant ce temps, les salariés de l'U sont conduits à l'écart, dans une salle où ils doivent rencontrer un conseiller technique. Je suis à vous. On va remettre déjà un petit pin, ça. Ah, super. Voilà. Le petit cadeau du boycott. Hein. Le conseiller technique, c'est quelqu'un qui vous reçoit autour d'une table. Il a une allure de premier de la classe, il ne connaît pas vraiment le dossier, alors il joue avec son téléphone portable en vous écoutant d'une oreille. On a des consommateurs, on a de bons produits, eh bien, nous, ce qu'on dit, eh bien, nous, notre travail, c'est de produire dans de bonnes conditions de rentabilité. Ils existent, eh bien, continuons à produire. Il y a incontestablement des questions qui méritent réponse. Donc moi, ce qu'il faudrait, au-delà de ces éléments, c'est savoir où on vous envoie cette réponse. Vous me donnez une adresse. Rue Ambroise Croizat. C'est avenue Ambroise Croizat. Avenue Ambroise Croizat. Lu Évry. Et est-ce qu'on pourrait avoir aussi votre contact mail, si vous aviez un contact mail? C'est difficile? Non, c'est pas ça. C'est que mon adresse email, c'est une adresse professionnelle. Et parce qu'en temps professionnel, je suis en congé, mais en temps professionnel, je travaille dans un cabinet ministériel qui n'a rien à voir. Et donc, on n'a pas le. Vous savez que la campagne électorale est très. Le QG de Lionel Jospin, il n'y a pas de. Si. Alors, vous pouvez envoyer une adresse. Alors, un courrier électronique. Alors, attendez. Ce que vous faites, vous l'envoyez à mon attention. Parce que l'adresse email à l'atelier de campagne, je ne l'ai pas en tête parce que c'est pas avec les noms et prénoms. Vous envoyez à mon attention. Il faut vraiment qu'on s'arrête là. On aimerait bien, par contre, M. Jospin vienne nous voir, comme Mme Laguillet, M. Hu et compagnie. Ça serait sympa. Ou M. Hollande. Ou M. Hollande, ça nous ferait plaisir, quoi. Vous pensez qu'ils auront au moins une réponse avant le résultat de l'élection? J'ai pas vocation à répondre. Un quart d'heure d'entretien pour obtenir une adresse email, c'est maigrichon. Ça, c'est de la politique. Tu te tais. Ça veut dire comme d'hab. Nous aussi, tu sais. Là, j'en ai rien, tu demandes. Deux semaines plus tard, Jacques Chirac visite le stade de Savigny-sur-Orge en banlieue parisienne. Les salariés de l'U ont fait passer le message. Ils veulent être reçus. En bloc. Tu vas bloquer. Ok. Allez, en bloc. Tu es avec la délégation LU. Non, je suis pas la presse. Attends, 2 secondes. Je suis la délégation LU. Bonjour, messieurs. C'est une délégation. Chirac s'arrête, le temps d'une image pour la presse. Chirac, on va vous transmettre en fait une liste de 7 questions. Cette liste avait été transmise il y a bientôt 1 an, M. Jospin. Je crois que le mieux, c'est on sera plus tranquille. Venez. Venez, on va se mettre. Venez. Direction la loge du gardien du stade, à l'écart des oreilles indiscrètes. Un salarié a filmé le face-à-face. Les petits lui attaquent. Chirac esquive. Monsieur Ribou nous a dit de toute façon, les politiques, moi je m'en fous. Il nous a dit carrément, je leur crache à la gueule, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Voilà ce qu'il nous a dit. Et quand on sait aussi que Ribou veut se présenter dans le monde social, patron social, bien entendu. Ah oui. Alors, est-ce que les politiques concrètement peuvent faire quelque chose? Parce qu'il dit, moi c'est moi le patron, je fais ce que je veux chez moi. Si demain je veux fermer une boutique, qu'elle marche ou qu'elle marche pas, je vais fermer la boutique et je vais à l'étranger. Ça c'est vrai. Sauf que chaque fois qu'il y a quelque chose et qu'il demande quelque chose à l'État, il faut bien que l'État peut dire oui ou non. Vous l'aviez déjà posé au Premier ministre. Oui. L'année dernière, on l'a reposé. On n'a jamais eu de réponse. On n'a toujours pas eu de réponse. Une petite question à poser quand même. Si vous êtes élu président, qu'est-ce que vous comptez faire contre le licenciement boursier? Parce qu'à l'heure actuelle, tous les salariés se font licencier comme ça. Qu'est-ce qu'on attend? On veut quoi? On veut un pays de quoi? Non mais c'est ce qui est grave. C'est trop long à vous dire parce que je ne peux pas là maintenant vous expliquer. Moi je crois que nous avons un problème. C'est pas tellement un problème boursier. Nous avons un problème, c'est que
nos entreprises sont de moins en moins compétitives. Et si ça, nous, on est très compétitifs. Non, mais globalement, c'est bien que les gens veulent délocaliser. Et donc, si nous voulons obtenir si nous voulons obtenir de la part de ces entreprises que nous ayons les moyens de leur dire non à un certain moment, il faut par ailleurs que l'on fasse également un geste en leur disant, je parle pas de Danone là, pour ce qui concerne la compétitivité, nous sommes tout à fait d'accord pour faire en sorte que nous arrivons à la moyenne européenne. Je pense que vous connaissez bien les dossiers, parce que Jostron nous a suivis pendant Bien joué l'entourloupe. Chirac a pris le parti d'élus contre leur PDG, il a refilé le bébé au gouvernement, les délégués syndicaux sortent bluffés. Ouais, c'est le gardien de la France, il nous reçoit chez le gardien du stade. Voilà. Impeccable. Celle-là, elle est bonne. Bon, on voit que c'est un homme qui a du métier. Hein, ça... malin, très malin, parce qu'il nous a mis quand même à part. Il nous a reçus à part quand même, il était quand même très malin là-dessus. Il n'était pas comme Jospin, il s'est pas fait piéger. Ça, c'est clair. Bon, on va retourner dans nos petites usines. Hein, on va voir comment ça tourne. Voilà, je vais regarder ma boîte d'email, on ne sait jamais. Peut-être qu'on a reçu une réponse rapide de Chirac ou de Jospin, peut-être Jospin, on sait pas. Arlette en vedette. Dans la dernière ligne droite, l'extrême gauche focalise l'attention. Jospin se sent menacé et change de discours. Chirac, lui, observe sans bouger. C'est la drôle de guerre. Pour moi, qui suis un homme de la gauche qui gouverne, de la gauche qui... Pas de doute, le discours a changé. En fin de campagne, Jospin comprend qu'il a perdu une partie de son électorat. Il met la barre à gauche toute, mais c'est déjà trop tard. Le progrès social, pour moi, c'est refuser la misère, refuser les humiliations, refuser les inégalités qui séparent les hommes. Il y a loin du discours aux actes. Les sans-papiers veulent secouer la campagne. Jean-Claude Amara de l'association Droit Devant emmène 200 travailleurs sans-papiers occuper le musée des arts océaniens. Une action symbolique pour tenter d'être reçu par les principaux candidats. Ça y est, les plus qui arrivent, là. Mais 2 heures plus tard, le gouvernement leur envoie les CRS. Bloquez-la, attendez, donnez des ordres avant. On bloque. On n'est pas violent. C'est un mouvement non violent, comprenez-le. Hein. Il n'y aura pas de réaction de notre part. Il n'y aura pas de réaction de notre part. Pas violent. La régularisation des sans-papiers, une promesse emblématique de la gauche avant son arrivée aux affaires en 97. L'espoir déçu laisse place à l'amertume. Je peux vous certifier qu'il vient encore de perdre beaucoup de voix, M. Jospin, aujourd'hui. Forces agissantes qui sont à l'œuvre. Chirac, lui, continue de parler à ses prompteurs. Dans cette drôle de guerre, la campagne ronronne. Que ce soit face à l'insécurité, il faut tenir jusqu'au premier tour sans faire de gaffe, ou face aux réformes que tout le monde attend. Dernier bain de foule, jusqu'au bout, Chirac est resté fidèle à lui-même. Qu'est-ce qu'a perdu un appareil photo ? Le soir du premier tour, la situation a basculé juste avant l'annonce des résultats. Personne n'avait prévu le séisme Le Pen. Pour les observateurs, Chirac et Jospin au second tour, c'était du tout cuit. Pas voir la marque de ta bière. Plusieurs salariés de l'U se sont donné rendez-vous pour une soirée télé. Après 2 mois de campagne, ils sont désabusés. Leur ras-le-bol est prémonitoire. Ben nous, on espère que les 2 candidats se cassent la gueule déjà. Déjà d'entrée de jeu, on espère qu'il y ait un renouveau et on espère vraiment qu'il y ait quelque chose qui les fasse réfléchir à tous ces politiques. Parce qu'il y en a marre, que ce soit Chirac ou Jospin, on en a vraiment ras-le-bol de voir toujours les mêmes têtes. Dans le cocon des états-majors,
on attend tranquillement les résultats. Les derniers sondages officieux confirment tous le duel annoncé depuis des mois, Chirac-Jospin. Ces chiffres donnés par les grands instituts de sondage sont réservés exclusivement aux journalistes et aux hommes politiques qui préparent la soirée électorale. Il est 18h30, personne n'imagine alors que ces chiffres sont complètement faux. Ce sont des sondeurs qui les donnent à des rédactions et qui les donnent aussi aux partis politiques. Et donc voilà, c'est un truc d'initié, tout le monde les a, mais personne ne peut les donner, il faut les garder pour soi pour l'instant. Ça, je ne vais pas vous le dire, hein, on va attendre 20h, mais peut-être que la seule nouvelle qu'ils annoncent, c'est que les sondages depuis 15 jours avaient peut-être mis dans le mille. Et ce serait la première élection depuis longtemps au cours de laquelle les sondeurs ne se seraient pas trompés. Ça, c'est assez extraordinaire quand même. Hein. Les fourchettes indiquent rien, son rapport de force attendu, Chirac-Jospin, Le Pen, on le voit à 13,5, Bayrou, c'est surprenant, 7,5. Oui, Bayrou, voilà, Bayrou, 7,5. La première surprise visiblement est Besancenot qui se porte bien. 18h45. À ce moment-là, l'homme du jour, c'est donc François Bayrou, qui a décollé in extremis de ses 3%. Ok, d'accord. Bayrou était le quatrième homme, 7. Bayrou, 7, 8, 8,5, 7,5. Mais à 19h, l'inimaginable se produit. Ce ne sont plus des sondages qui circulent, mais les premières estimations sorties des urnes. Les gars, il y a un événement énorme. Quoi, dans la dernière sortie des urnes, Le Pen est au deuxième tour, devant Jospin, d'un point, à 17,5. À 17,5. Et Jospin sera à 16,5. Fou, hein? Non, et Chirac est à 20, Le Pen est à 17,5, Jospin à 16,5. Une sortie des urnes, ça me semble hallucinant. Un peu invraisemblable. Sortie des urnes de qui, vous savez, quel institut? Non, mais je vais le savoir dans 2 minutes. Hein, pardon? Ah, moi, j'ai du mal à y croire, mais c'est des chiffres. On saura dans un quart d'heure si c'est... Quels chiffres vous avez vu? Réunion de crise de l'état-major de François Bayrou. Les estimations qui arrivent confirment toutes que Jospin est éliminé et Le Pen au second tour. Chirac 20,2. Le Pen 17,2. Attends un peu, Chirac 20,2. Oui, et il double son résultat. Jean-Marie Le Pen 17,1. Ouais. Et après, je vais le rappeler parce qu'il ne m'a pas donné. François Bayrou lui-même a du mal à y croire. Elle est vraiment plurielle, la gauche. À 19h15, Lionel Jospin arrive à son quartier général. Il est décontracté, visiblement à 3/4 d'heure de l'annonce des résultats. Le deuxième personnage de l'État ne sait pas encore qu'il est éliminé. Personne n'a osé le prévenir. Comment s'est passée la journée en quelques mots? Bonjour, très bien, très bien. J'ai été voté, j'ai vu mes amis à Sainte-Gabelle, et j'ai fait une très bonne sieste. Le réveil sera brutal. De notre point de vue, pas de problème, ce seront Jacques Chirac et 8% des voix et Jean-Marie Le Pen, 17,4%. Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac, 17,4%. Les salariés de l'U, eux aussi, tombent des nues. La fête à neuneux. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Vas-y, on change de pays, Gigi, on se casse. Non, j'hallucine. Vas-y, on déménage, viens, on s'en va. Oh là là, Vite, vite, vite. s'en aller là. Oh, les enculés. 20h01 au QG de Jean-Marie Le Pen. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est vraiment, après la naissance de mes gosses, c'est vraiment pour eux. Moi, je suis... I am very happy this night because we are victorious and we can win. 20h30 au QG de Jospin. Dont vous êtes les témoins. Consternation générale. Pour la première fois depuis 69, la gauche n'a pas de candidat au second tour. Chez les ouvriers de l'U, la soirée apéro
tourne au cas de conscience. Je serai toujours du côté de ceux qui souffrent. Oui, mais les gens qui ont voté Jospin, ils vont quand même bien être obligés de voter pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils ne vont pas voter pour Le Pen? S'ils n'ont pas pu voter pour Chirac, est-ce qu'ils ne vont pas voter pour Le Pen? Pourquoi non? Pourquoi non? Attends, honnêtement, vous auriez pensé un jour que les salariés puissent voter pour Jacques Chirac? Jamais de la vie, jamais de la vie. Mais au pire des cas, je préfère avoir un gouvernement de droite qu'un gouvernement d'extrême droite. Je reste fier du travail accompli. Il n'a pas honte de dire ça, mais putain, mais merde, c'est pas vrai ça. J'y crois pas. Il a pas honte de dire ça. Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation. Ben, voilà. C'est pas sa faute. C'est la faute à Arlette, à Glusman, à tous ces gens-là, à Robert Hue. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin. Au revoir. Après la fin de l'élection présidentielle. Viens bosser chez Danone, viens, on a besoin de toi, viens. 22 heures. Jacques Chirac est enfermé à son QG de campagne depuis le début de la soirée. Les militants et la presse attendent dans la rue. Comme d'habitude, le candidat est inaccessible. Ça va être le choix entre Karim et Silla. Je préfère encore voter Karim, c'est-à-dire Jacques Chirac. C'est un scoop, je vais voter Jacques Chirac. Ironie de l'histoire, Éric Alphen, le juge qui a déstabilisé Jacques Chirac, appelle à voter pour lui. L'assistance ne réagit même pas. 23h30. Quand Jacques Chirac sort enfin par une porte dérobée, les instituts de sondage sont déjà au travail. Il le donne vainqueur au second tour avec 80% des voix. Minuit, à l'atelier de campagne de Lionel Jospin. Stéphane Fuchs, le numéro 2 de Séguéla, quitte le navire. C'est le grand naufrage des communicants. Vous aviez imaginé que ça puisse se finir comme ça? Non, non, merci, vous êtes gentil. Honnêtement, je l'ai craint dans votre seconde. Attendez, qu'est-ce qui a provoqué ça? Excuse-moi, Pas de commentaire. Si, un quand même. On peut vendre de la politique comme on vend des savonnettes, mais ça ne suffit pas à convaincre les électeurs. Les militants sont partis, les caméras aussi. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Front contre front. Tandis que l'extrême droite mobilise ses troupes avec l'Élysée en ligne de mire, la France républicaine descend dans la rue pour dire non. Entre les deux tours, les esprits s'échauffent. Chirac, t'es voté! Le peuple est dans la rue! Chirac! Le Front National veut faire de la traditionnelle fête de Jeanne d'Arc une démonstration de force. Jean-Marie Le Pen exhorte les déçus de la gauche à voter pour lui. Jeunesse, révolution! Mais la gauche votera Chirac au second tour, faute de mieux. La France est sans dessus-dessous. Dans tout le pays, plus d'1 million de manifestants transforment la fête du travail en marche républicaine. Contre Le Pen, les oubliés de la campagne ont retrouvé leur voix. Les sans-papiers sont là, les salariés de lui aussi. Le Pen, t'es foutu! Les petits juifs sont dans la rue! Oh, oh. Les Français battent le pavé et chantent leur amour pour une France généreuse. En coulisses, les partis politiques s'agitent. Cap sur les législatives, complots et tractations. La petite cuisine électorale continue, comme si la classe politique était restée sourde à l'avertissement lancé par les Français.
Bonsoir et bienvenue dans ce 15e numéro de Complément d'enquête, un numéro spécial en direct ici à l'Assemblée nationale et consacré bien sûr à cette crise de l'entre-deux-tours. Pendant 15 jours, la France s'est fait peur. Aujourd'hui, elle pousse un ouf de soulagement en se disant que le vote démocratique, la République l'ont emporté sur les extrêmes et en oubliant peut-être un peu vite que 5,5 millions de personnes ont voté hier pour le Front National. C'est cette crise politique que nous avons voulu restituer à travers un film, un document de 80 minutes qui croise les regards sur cette France en état de choc. 15 jours en France, 15 jours de crise, d'inquiétude, de mobilisation. Complément d'enquête a suivi dans le Nord, à Anzin, ces électeurs et militants du Front National qui ont créé la surprise au premier tour. Enquête également à Marseille, chez ces militants de l'entre-deux-tours, ces jeunes qui ont redécouvert la politique et la rue pour dire non à Le Pen. Enquête enfin au cœur du monde politique de ces militants et de ces leaders, Bruno Gollnisch, Jean Glavany, Nicolas Sarkozy, Martine Aubry. Ils ont accepté qu'on les suive au jour le jour, tout au long de cette quinzaine historique. Ce film exceptionnel avec ces moments d'imprévu, de vérité, ces instants où la langue de bois disparaît sous la pression des événements, eh bien nous allons l'interrompre 3 fois et le commenter avec les acteurs même du film. Et puis si nous avons choisi d'être ici à l'Assemblée nationale, si son président Raymond Forny a accepté gentiment de nous y laisser nous installer, eh bien c'est tout simplement parce que nous allons aussi aborder une question qui est celle de la couleur de l'Assemblée. Quelle sera-t-elle au soir du 16 juin prochain? Nous en reparlerons bien sûr évidemment. Mais d'abord, le film, le document. Retournons 15 jours en arrière. Souvenez-vous, il est environ 19 h. Nous sommes dans les coulisses de France 2. Et à ce moment-là, eh bien, les spécialistes des sondages, d'Ipsos, Pierre Giacometti en tête, ne croient pas ce que leur disent leurs ordinateurs. Dimanche 21 avril, 18h30. Donnez-moi une estimation là, s'il vous plaît. Pierre Giacometti, le patron d'Ipsos et son équipe se sont installés sur les plateaux de France 2. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Antenne 5 minutes. Pas de dernière dépêche, elle? Je comprends pas qu'il n'y a rien de nouveau. Ils sont sûrs de leur truc. On balance pas le sondage. On annule le sondage. Jean-François pour Pierre. Tu m'entends, Pierre, ou pas? Oui, Jean-François, je t'entends. Il y a 1,4 d'écart, donc c'est pas non plus... et on est sur du partiel. Simplement, si ça continue dans 10 minutes, moi j'appellerai simplement les clients pour dire Chirac en tête et très serré, enfin, incertitude entre Le Pen et Jospin. Pourquoi il y a tant de monde ce soir? Au QG de Lionel Jospin, Jean Glavany, le directeur de campagne, n'est pas encore dans la confidence. 19h10, les sondeurs se rendent difficilement à l'évidence. Chirac 20, Jospin 15,5, Le Pen 17,5 pour l'instant. Et il baisse en plus, Jospin. Bon, bah c'est clair, Jospin a perdu. Le Pen est troisième, Le Pen est deuxième. Tu l'as donné aux clients ou pas? Non. Il faut les appeler là quand même. Ouais là, mais il faut les appeler. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit Chirac en tête et incertitude au second tour, ou on dit que qu'on a Le Pen? Il faut le dire à Frédéric qu'on a ça. Hein. Oui, à Frédéric, oui. Frédéric. Mais oui, il faut leur dire. Il faut leur dire là, ça. Les coefficients sont comment? Ils sont beaux, regarde, 0,87, 0,78 et 0,79. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On en diffuse une... Ils donnent Le Pen au deuxième tour. Ah oui. Allez, il faut y aller. Monsieur Le Pen, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. On dit que c'est le grand soir, alors, pour vous, ce soir? On dit ça. Et moi, sur les côtés. Et moi, 18. Bon. Jospin 16, d'accord. Ok, ça marche. Résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Lionel Jospin ne participera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il aura tout donné. Il aura tout fait. Il me jette comme un chien comme ça. C'est honteux quand même. Tout ça pour mettre des fâcheux au pouvoir. Tout ça pour mettre des fâcheux au pouvoir. C'est honte de la République. Honte à la République.
comment C'est fantastique. Quelle victoire. Tous ceux qui sont morts pour l'Algérie française, eh bien, on doit penser à eux. Vous êtes vraiment étonné? Étonné, bien sûr. Oui, bien sûr. On ne serait à moins. Mais bon, c'est le choix des Français. On est obligé de le faire. Ça vous a choqué à un moment donné ou pas? Choqué? Non. Faut faire face. Apparemment, les manifestations se multiplient. Une nouvelle image de ces rassemblements aussi. On peut avoir le retour La circulation a été neutralisée. Aux dernières nouvelles, le cortège se dirigerait plutôt vers République maintenant. Et ceux qui participent annoncent d'autres manifestations. Avec beaucoup de manifestations dans la rue comme ça, ajoutant à l'insécurité et le trouble, je pense que la candidature de Le Pen se porte pas mal. Enfin... Un type comme ça, quel gâchis. Quel convoi, en plus Chirac, Le Pen et Jospin qui se retirent. Quel gâchis. Quel gâchis, c'est vraiment... Non. Bon, allez. Lundi matin, 8 h, Jean Glavany arrive à Europe 1 pour un débat avec le RPR François Fillon. Un débat programmé avant les résultats. C'est la vie, hein? 10 minutes avant l'émission, dans le bureau de Jean-Pierre Elkabbach. Ça nous dépasse un peu, quand même. C'est-à-dire? Bah, je veux dire, on a sûrement des responsabilités, mais on n'est sûrement pas les seuls. Café ou thé? Thé, s'il vous plaît. Vous étiez avec Jospin quand ça s'est produit? Oui, bien sûr. À côté de lui? Ouais. Au début, on n'arrivait pas à y croire, on va dire. On était un peu hébétés. Puis après, il y a des tas d'images qui vous traversent la tête. On a sûrement fait des conneries hein, dans nous-mêmes, dans notre approche, mais il y a l'abstention qui joue là-dedans. C'est un rôle. Salut. Bonjour. Non, je vais pas bien. C'est une formule, oui, je l'ai prise comme telle. Il ne s'agit pas d'un débat. Il ne s'agit pas d'un débat entre vous deux, mais des réactions et des prises de position. Parce que je voulais voir les deux types de réactions. Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie, vous dites? C'est vous qui avez employé le mot. Non, je veux dire... non, attendez, je ne sais pas des conneries. Je suis pas... Non, je ne suis pas dans une... Je ne sais pas quoi, hein. Je cherche. Je vais chercher, je vais trouver d'ailleurs. Après, vous savez, nous, on est des élus de terrain. Quand on va passer... je vais aller passer une semaine ou deux dans ma circonscription, je vais parler au maire et un certain nombre de relais d'opinion, je vais comprendre. Hein, dans 10 jours, c'est fait. Hein. Vous pouvez l'aider, Sophie, à comprendre quelle part de responsabilité. J'ai des idées hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces d'abord les 15 jours, de part et d'autre? Chacun va essayer de remonter sur son cheval et de défendre ses positions. Et en même temps, une nouvelle cohabitation serait mortelle pour le système qu'on a. Mais vous inquiétez pas, Jean-Pierre, on va répondre à vos questions quand même. Hein. Sinon, on ne serait pas venu. Vous avez bien dormi? Bah non. J'ai pris un truc pour dormir, mais ça n'a pas bien marché quand même. Saint-Cloud, le siège du Front National. National, bonjour. Comité Le Président, madame, le poste est de nouveau occupé. Ok, écoutez, je suis obligée de vous laisser, j'ai vraiment
tout le temps, le standard qui clignote. Et en ce moment, c'est beaucoup de gens